Le narcissisme, ce mot, on l'entend partout et souvent ce n'est pas vraiment un compliment, n'est-ce pas? Mais et si on découvrait qu'en fait, non seulement ce n'est pas toujours un défaut, mais qu'une forme saine de narcissisme est absolument essentielle pour une vie équilibrée? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Et pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur les travaux du docteur Sandrine de Montsabert et la méthode Integria. C'est une approche qui propose une perspective vraiment fascinante, voir le narcissisme non pas comme une impasse, mais comme un véritable chemin, un chemin qui va de la blessure vers la reconstruction. Voilà la question qui change toute la perspective. Si le narcissisme n'est pas l'ennemi à abattre, alors qu'est-ce que c'est, au fond, et surtout comment est-ce qu'on fait la différence entre un amour de soi qui est sain et une vanité qui, elle, est destructrice? Bon, pour commencer, il va falloir faire un petit peu de ménage. Ce terme a été tellement utilisé à tort et à travers qu'il a presque perdu son sens. Allez, on oublie juste une seconde l'image du selfie et de l'ego surdimensionné pour essayer de comprendre de quoi on parle vraiment. D'un côté, on a le cliché, cette idée d'un monstre obsédé par son propre reflet. Et de l'autre, il y a la réalité clinique, le narcissisme. C'est en fait le processus par lequel on construit notre propre valeur, notre propre maison intérieure, si on veut. Ce narcissisme sain, qu'on appelle le narcissisme primaire, c'est le socle sur lequel tout le reste va se construire. C'est la capacité à s'aimer soi-même, non pas par vanité, mais par pure nécessité vitale. C'est un peu comme la règle de sécurité la plus importante qu'on ait jamais entendue. On entend cette phrase à chaque vol, mais on y pense rarement dans la vie de tous les jours. C'est pourtant une métaphore parfaite. Si on n'a pas assez d'oxygène pour soi, impossible d'aider qui que ce soit. S'aimer en premier, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la condition de base pour pouvoir offrir une aide qui soit sincère et durable aux autres. D'accord, donc cet amour de soi est vital, mais d'où vient-il ? Il ne sort pas de nulle part. Il se construit petit à petit, pièce par pièce, dans nos toutes premières interactions. C'est comme un miroir intérieur qui apprend peu à peu à nous refléter. Pour bien comprendre, imaginez deux scénarios. D'un côté, il y a le jackpot. On a la chance de développer ce narcissisme primaire de manière saine, dans l'enfance. Ça, c'est un socle solide pour toute la vie. Et de l'autre, c'est un peu comme recevoir un ticket à gratter. Plus tard, on passe sa vie à chercher des validations à l'extérieur pour essayer de reconstituer, morceau par morceau, ce sentiment de valeur. Et ce fameux jackpot du développement y repose sur 3 piliers essentiels. Le mirroring, être vu, sentir que nos émotions sont reconnues. L'idéalisation, avoir un modèle stable et solide à admirer. Et enfin la gémellité, ce sentiment profond d'appartenir, d'être semblable. Et attention, ce qui est important, c'est que ça se passe de manière suffisamment bonne. La perfection n'est pas du tout requise. Pour vraiment saisir la différence entre un moi solide et un moi fragile, le psychologue Carl Leo Schwering utilise une image un peu scientifique, c'est vrai, mais elle est géniale. Il nous compare à une amibe, cette petite créature unicellulaire. Voyons voir ce que ça signifie. Et voilà toute la différence. L'amibe en bonne santé, notre moi solide. Elle peut étendre ses bras, ses pseudopodes pour explorer le monde, interagir, prendre des risques, tout en sachant qu'elle peut les ramener en toute sécurité. Mais quand le noyau est fragile, chaque extension est une angoisse. La moindre interaction devient une menace, alors on se rétracte, on hésite. Bon, mais alors que se passe-t-il quand ce miroir intérieur se fissure, quand ce noyau est fragile? Eh bien, on développe des stratégies de survie, des sortes de masques. Et la blessure narcissique, elle prend alors 5 visages, 5 formes bien distinctes. Le premier visage, c'est le retrait. C'est cette petite phrase « bof, je n'ai plus envie ». C'est la procrastination, l'évitement des défis. Mais ce n'est pas de la paresse, non. C'est une stratégie désespérée pour protéger un moi si fragile que le simple risque d'échouer est insupportable. Le deuxième, c'est le dédoublement. Là, c'est le besoin constant du regard de l'autre pour exister. C'est ce cri silencieux « regardez-moi, admirez-moi, dites-moi que j'existe ». Sans ce reflet extérieur, la personne a l'impression de s'effacer, de n'être plus rien. Troisièmement, l'idéalisation. C'est le masque de la grandeur. Je suis spécial, personne ne me comprend. Mais cette supériorité qui est affichée, c'est en réalité une armure pour cacher un sentiment écrasant de honte et d'inadéquation. Le quatrième visage est peut-être le plus douloureux, la double entrave. C'est ce sentiment d'être complètement coincé, incapable d'avancer, mais aussi incapable de reculer. C'est un état de paralysie qui mène très souvent à l'épuisement, au burn-out et à des comportements autodestructeurs pour échapper à cette tension insoutenable. Et enfin, l'oscillation. Là, c'est les montagnes russes émotionnelles. Un jour, on se sent tout puissant, le meilleur, et le lendemain, après une simple petite critique, on est le pire des nuls. Cette instabilité est incroyablement épuisante, parce que l'estime de soi dépend entièrement et tout le temps du regard des autres. Ce tableau résume tout ça parfaitement.
Et ce qui est vraiment crucial de comprendre ici, c'est que derrière chaque comportement, que ce soit l'évitement, la quête d'admiration ou l'autodestruction, il y a une croyance fondamentale, une petite voix intérieure qui dicte toute la conduite. Et c'est à cette croyance-là qu'il faut s'attaquer. Et c'est ça la bonne nouvelle, une blessure, ce n'est pas une condamnation à vie. Ces masques, ils peuvent tomber. Il existe un chemin pour réparer ce miroir intérieur et retrouver un sentiment de soi complet, de plénitude. Le chemin de la guérison proposé par la méthode Integrea, c'est une véritable feuille de route, en 5 grandes étapes. L'idée, ce n'est pas juste de mettre un pansement, mais bien de reconstruire le noyau du moi, brique par brique, de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord, mais concrètement, dans la vraie vie, ça ressemble à quoi cette reconstruction? Comment est-ce qu'on passe de ce sentiment de vide intérieur à un sentiment de valeur qui soit stable et surtout authentique? Prenons l'exemple concret de MICV, un ancien officier des forces spéciales. Son entraînement l'avait complètement conditionné à scanner en permanence son environnement pour y détecter les menaces. En thérapie, il a appris à retourner ce scanner, mais vers l'intérieur, à écouter son propre corps. Et c'est comme ça qu'il a compris que la vraie sécurité, la vraie, elle ne vient pas de l'extérieur, elle se construit de l'intérieur. Et cette phrase du docteur de Montsabert, elle résume absolument tout l'enjeu. Le but ultime, ce n'est pas de ne plus se soucier des autres, pas du tout. C'est d'arriver à avoir une valeur intérieure si solide, si bien intégrée, qu'on peut enfin regarder les autres avec une vraie générosité, sans avoir besoin de leur regard pour se sentir exister. Finalement, que ce soit pour soi-même ou pour les gens qui nous entourent, comprendre la blessure qui se cache derrière le masque, c'est vraiment ça, la clé. Voir cette blessure, ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est le point de départ courageux d'un chemin vers un moi plus authentique et surtout plus libre.